Bonjour à tous. Cette semaine encore, l'actualité a été marquée par l'affaire tentative de coup d'État. Les mises en cause, comme on l'a vu tout à l'heure dans le point de l'actualité, ont été présentées au procureur, puis placées sous mandat de dépôt en attendant la suite à donner à ce dossier. Ces quelques jours ont donné de marge de manœuvre pour opiner un peu sur le dossier sans aller enfant, puisque jusque-là, les mises en cause bénéficient toujours de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits à eux reprochés ne soient vérifiés ou prouvés. Ce dimanche, nous voulons faire une lecture politique de la situation avec notre invité et aborder d'autres sujets si le temps nous le permettait. Mon invité, je vous le présente, il a nom Gustave Despaux-Senon, ancien ministre d'État, membre du parti Bloc républicain. Il est de profession ingénieur statisticien, économiste, actuellement inspecteur à l'inspection générale du ministère de la Santé. Monsieur Senon, bonjour. Bonjour, madame. J'espère que vous vous portez bien et merci d'être là ce matin. Je me porte à merveille. Alors, nous vous avons invité pour opiner sur plusieurs sujets de l'actualité, mais nous serons démarrés par le dossier brûlant du moment, puisque c'est ça qui a nourri encore l'actualité cette semaine. L'affaire qui défraie la chronique, eh bien, c'est bien évidemment ce dossier tentative de coup d'État qui a évolué cette semaine avec la présentation à la criette des mises en cause dans cette affaire, et puis ils ont été placés sous mandat de dépôt. Je veux nommer l'homme d'affaires Olivier Bokoy, également l'ancien ministre Oswald Omeki. Vous, personnellement, qui avez suivi toute cette actualité, Monsieur Senon, est-ce que cela vous a surpris à un moment donné? Merci beaucoup, madame. Surpris, je ne sais pas dans quel sens, lorsque dans une république, tout est possible. Donc, en aucun cas, je ne suis pas surpris, mais en tant que béninois citoyen lambda, je suis étonné. Je suis étonné parce que le mot coup d'État, depuis 1990, nous l'avons pratiquement banni de nos habitudes. Donc, c'est à ce titre que je suis un peu surpris. Oui. Sinon, pour le reste, tout peut survenir dans une république. Mais coup d'État ou tentative ou complot, en principe, depuis 1990, ce n'est plus de nos habitudes et nous ne devons plus continuer à entendre vraiment ces mots. Et c'est pour ça que les condamnations fuient de toutes parts. Non pas pour condamner et pour dire que les mises en cause sont fautifs, non. C'est condamner cette volonté, se poser la question si vraiment encore cette volonté-là peut animer certaines personnalités. Et c'est des condamnations mécaniques. C'est seulement à ce titre que je peux vous dire que je suis impressionné. Qui parle encore de mise en scène, qui n'y croient pas du tout, comme ce sont des personnes qui se connaissent entre elles, ça peut être un coup fomenté pour amuser la galerie ou faire un scénario pour justement mieux projeter 2026. En tout cas, certains n'y croient pas. C'est cela que je condamne fermement. Parce que, vous voyez, c'est tout comme si nous continuions à banaliser nos institutions. Et ça, c'est très grave. Je crois, le procureur de la République, le chef de l'État, ils auront quel intérêt à dire qu'il faut faire des mises en scène. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que nous devons à tout prix, dans nos pratiques quotidiennes, bannir la notion de don. Dès qu'on va entendre, même si c'est souvent de blagues, il faudrait qu'on puisse se lever pour dire que ça ne doit plus exister, normalement. Sinon, c'est qu'on alimente de façon perpétuelle, comment je dirais, la violence. Imaginez un instant que ce soit une mise en scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens, avec que demain, si ceux-là prennent le pouvoir, ceux qui se seraient peut-être intervenus d'une manière ou d'une autre, ont subi des représailles.
Donc, c'est-à-dire, je m'étonne. Et c'est parce que, je ne sais pas, nous confondons le rôle du procureur de la République. Le procureur de la République représente l'État et défend les intérêts du peuple béninois. Oui, c'est identifié comme étant l'avocat De l'État. Oui. Et il ne condamne pas. Il poursuit sur la base des faits. Cela n'a rien à voir avec si les gens c'est réel ou non. Mais lorsque il lui faut quand même des arguments, et dans les arguments, il ne va pas se mettre à dire qu'il se pourrait, non. Sur la base de certains éléments, il décide au nom de nous tous de poursuivre certaines personnes qui sont mises en cause. Et ça, c'est son rôle. Lorsqu'on commence par lui dénier ce rôle, il ne peut pas dire ça. Il l'a fait. C'est comme si c'est le procureur qui condamne la preuve. Les juges ne suivent pas toujours le procureur dans cette décision. Dans sa réquisitoire, oui. Oui. Ce sont les juges qui condamnent après. Ils peuvent suivre le procureur dans sa réquisition, comme peuvent ne pas suivre le procureur. Mais le procureur est garant des intérêts. Donc, à ce titre, on ne va pas voir la personne de ceux qui sont là, du chef de l'État, du procureur spécial qui est là. On va voir l'institution que cette personnalité incarne. Et je suis très heureux que nous étions tous surpris. Moi, je me suis réveillé le mardi 23, 24, vers 4h, 4h, 5h. Bon, je lis beaucoup, je lis tout. Je suis tombé sur l'élément. Bon, ça m'a paru un peu bizarre parce que le journaliste qui a alerté, c'est quelqu'un qui a souvent l'habitude d'alerter et parfois ces éléments se vérifient. Bon, nous étions à information et ça a commencé par chuchoter un peu partout. Donc, très heureux que le lendemain, tard dans la soirée, l'avocat est intervenu. Mais généralement, je ne crois pas trop aux paroles des avocats. Mais moi, quand je prends des informations, je fais des croisements. Mais le lendemain, je crois mercredi 25, le procureur est intervenu. Bon, dès que le procureur est intervenu, c'est fini. C'est pour ça que mon parti s'est réuni immédiatement, je crois le 27, au niveau du bureau exécutif, pour condamner l'acte. Cette condamnation n'a rien à faire avec faits réels ou irréels, etc. Tout simplement, on condamne qu'il puisse exister encore cette velléité dans le pays. Mais est-ce que dans le parti, vous êtes allé au fond? Au-delà, je vais dire, de la condamnation, pour examiner un peu comment peut-être on en est arrivé à cet extrême, si c'en est un. Ah non. Le procureur poursuit. Les juges n'ont pas encore fini. Lorsqu'il y aura jugement, il y aura beaucoup de déballage. On saura vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, vous allez opiner sur des hypothèses. Vous allez opiner sur des hypothèses et vous allez dans tous les sens. Et ça n'aura même plus de sens. Mais quand il y aura jugement, c'est convaincu, des avocats vont apporter les arguments. Le procureur qui avait statué dans un premier temps, à chaud, il faut le reconnaître. C'est moins de 48 heures après qu'il est intervenu pour situer le peuple béninois. Et c'était à chaud. Ça veut dire que ce sont les premiers éléments bruts qu'il a livrés tels quels. Et il ne condamne pas, je continue de préciser, il poursuit. Et pour poursuivre, il faut des arguments. Et il a mis ces arguments. Et c'est ça qui devrait inquiéter tout peuple béninois, ou se dire, se dresser. Parce que si c'était effectif, je crois qu'on ne serait pas en train de parler là maintenant. Donc, les partis, surtout mon parti, ne pouvaient pas aller au-delà, mais avaient donné sa position claire. Condamne. Ensuite, réitère son attachement aux valeurs du parti, tout ce qu'il faut. Les propos classiques auxquels on semble s'habituer un peu. C'est classique. Et c'est mécanique. Vous savez, je vais rapidement raconter une petite anecdote que j'ai vécue en 2002 en Belgique, à Bruxelles. J'étais en stage international avec un Congolais.
quand il entend le mot guerre à côté de lui, c'est-à-dire, il est dans tous ses états. Bon, nous, on s'amusait à en prononcer pour dire, bon, quand tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, il peut te dire que tu as plus de problèmes que Tchad, parce que là-bas, il y a tout le temps la guerre, etc. Mais un jour, il nous a vraiment pris violemment. Je me suis rapproché et dit, mais toi, tu as quel problème? Il dit, mais si vous savez ce que c'est que guerre, vous n'allez même plus prononcer le mot. Que lui vient du Nord Kivu. Donc c'est quelqu'un qui a dit que il a frôlé la mort. C'est un médecin, hein, c'est pour vous dire que c'est un vocable. Donc ça devrait être la même chose que dans un pays démocratique. On ne doit pas entendre encore le mot coup d'État. Dès que nous entendons ça, on ne veut pas savoir c'est juste, c'est vrai. On condamne d'abord. On condamne. Et là, on va décourager toute initiative du genre. En quoi faisant? Parce que depuis que votre parti a sorti ce communiqué, un peu comme tous les partis de la mouvance, c'est le statu quo. Vous répétez tous la même chose, on attend le procureur. Mais vous avez sorti l'expression aujourd'hui, une certaine éducation pour qu'on n'en arrive plus là. Mais c'est ça. Mais justement, c'est ça. Mais imaginons que les partis, personne ne condamne. Et que tout le monde... Condamnation est une position de principe. Bon, si maintenant tout le monde continue de dire, bon, c'est mise en scène, ils sont entre eux, et que c'est une réalité. Mais si vous continuez à dire ils sont entre eux, c'est la même chose, etc. Ça veut dire que on nourrit ce système-là. La fin de nos régimes, on peut aussi faire la même chose. Mais il faut condamner. C'est pourquoi il dit qu'il faut condamner. Et je m'étonne. Parce que si les gens disent est-ce que c'est vrai, c'est tout à fait logique leurs interrogations aussi. Parce que quand on voit la posture des personnalités impliquées par rapport au chef de l'État, on se pose la question si vraiment quelque chose du genre peut arriver. Mais pourquoi ne pas aussi se poser la question de savoir, mais et si vraiment en politique là, tout est possible, mais moi je crois à la parole du procureur. C'est pourquoi je vous dis, dès que le procureur de la République a parlé, il a parlé en notre nom, mais nous sommes les premiers à encore le vilipender, à dire qu'il se base sur quelle preuve pour dire que c'est ceci. Lui n'a pas condamné, même s'il dit les gens sont en train de faire si. Il se substitue au peuple béninois pour dire il y a des gens qui sont en train de comploter. Je les poursuis. Quitte à lui maintenant de réunir les preuves et de défendre encore devant les juges. Les juges vont examiner ces différentes preuves pour dire bon, vraiment c'est fondé, ce n'est pas fondé, et c'est seulement après ça que nous allons commencer par tirer les conséquences. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras pour dire il faut laisser faire, il faut observer. Oui, j'insiste sur votre silence, puisque dans l'affaire Ovi, celle-là, on ne vous a même pas du tout vu. Je ne parle pas de vous, Gustave Despourcenant, mais je parle des partis de la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude au sein d'un parti politique quand des sujets du genre brûlant viennent sur la place publique, monsieur? Vous ne pouvez pas comparer ces deux affaires-là. Affaire Ovi, affaire ceci. Je ne sais pas si c'est affaire Ovi. Parce qu'on dit affaire Steve. Affaire Moussou, affaire Ouville, de toutes les façons, le 7 octobre va nous situer de quoi il s'agit concrètement. Mais là également, le procureur a décidé de poursuivre. Oui, mais vous êtes laissé dévancer pratiquement par l'opposition qui est sortie sur pratiquement tous les médias, en tout cas est montée au créneau pour dire il y a ci, il y a ça, mais chez vous, c'est le silence. À la limite, le sujet ne vous intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire? Qu'est-ce que l'opposition n'a pas dit? Mais est-ce que c'est le seul sujet que le procureur en débat? Et vous voulez que pour tout problème là, que la mouvance aussi s'interpose? Mais l'opposition est sur le terrain. Non. Ah. C'est-à-dire que Alors... là, ça veut dire que de façon straight, vous êtes en train de dire que l'affaire Steve à Moussous, c'est une affaire politique. Sinon, qu'est-ce que mon parti a à voir dedans? Maintenant, si les droits
humains sont brimés, là, on va réagir, et en son temps, et par les voies réglementaires. Les voies réglementaires, c'est que ce n'est pas l'interpellation du gouvernement au Parlement, mais pas aller dans la presse et aller commencer par crier, non. Le parti, en son temps, si vraiment des droits humains sont primés, il n'y a rien à faire. Le bureau exécutif va se réunir. Mais sinon, il y a eu beaucoup Donc, de... quand l'opposition est sortie et dit que c'est un kidnapping, qu'on viole ses droits, ça ne vous concerne pas, vous, en fait. Vous êtes un spectateur joyeux, en attendant encore que l'affaire connaisse... Non, pas spectateur joyeux. Vous allez poser la question à l'opposition qui est sortie. L'opposition est mieux pour vous expliquer les raisons pour lesquelles elle est sortie. Est-ce que de façon systématique... une intoxication, si vous estimez que c'est une intoxication, vous ne sortez pas pour dire le contraire non plus. Non, vous les avez laissés sur le terrain entièrement. Est-ce que l'opposition sort de façon systématique sur tous les sujets que le procureur spécial connaît? Je crois non. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, mais pourquoi, de façon spéciale, sur ce sujet, l'opposition est rapidement sortie? Donc ça veut dire que l'opposition, il y a eu un intérêt. Mais ça, vous ne l'avez pas dit, par exemple, ça peut faire un sujet, je ne sais pas, de conférence. Moi, je ne vous dirai pas ce que vous avez à faire non plus, mais ça peut être un sujet d'intérêt pour l'opinion, pour que vous puissiez vous positionner là-dessus. Non, pourquoi? Nous n'avons pas encore d'intérêt, on n'a pas encore intérêt à se prononcer là-dessus, sur cette affaire de Steve. Et c'est pourquoi j'ai dit, on ne va pas prendre toutes les interventions du procureur spécial comme étant des affaires politiques. Les partis politiques sont appelés beaucoup plus à réagir sur les faits politiques. Et justement, donc... L'animation de la vie politique est-elle que faire politique, monsieur Non, Sono? je dis, l'animation de la vie. On intervient sur tous les sujets. Il vous a dit les canaux sur lesquels on intervient. Mais on ne va pas intervenir de façon anarchique dans les décisions de justice. Il y a ce dossier, on dit Steve Amoussou. Les premières heures de l'arrestation de l'intéressé, on a été alerté par une femme de l'opposition qui a dit que c'est Steve qui a arrêté. Après, ça est devenu Frère Mouvi qui est arrêté. Après, c'est devenu Steve. Et c'est sur ça que vous voulez que... Non, moi, ma question, c'est sur votre passivité, l'absence sur le terrain que vous laissez occuper par l'opposition. C'était précisément ça. Non, non. On est tous présents sur le terrain. Et le terrain, ce n'est pas que les médias. Le terrain, c'est la base. Je viens du village, même si c'est une ou deux personnes que j'ai rencontrées, c'est quand même essentiel. On a toujours un contact avec la base. Est-ce que vous, justement, vous l'expliquez aussi pas un peu trop les médias dans vos activités à un certain moment? On court derrière vous pratiquement afin d'avoir vos positions sur tel ou tel sujet, monsieur Gustave. Oui. Oui, c'est parce que on est en train de... Le président Talon a décidé de construire, de formater le pays dans un système. Le système partisan, les réformes qui sont en cours, c'est systémique et structurel. Ça fait que la façon dont nous intervenons, un peu plus anarchique, je dirais, maintenant c'est structuré. Et ça rentre dans un système. Quand vous m'avez appelé avant, quand on m'appelle, je me déplace librement. Quand vous m'avez fait appel, j'ai dû signaler ma position au niveau du parti. Parce que ce que je vais dire ainsi m'engage. Mais c'est aussi l'image du parti. De se faire ce qu'on souhaite, c'est que l'animation de la vie politique soit structurée. Sinon, avant, chacun se débattait avec ses moyens pour pouvoir chercher à se faire connaître, à se faire voir de façon naturelle. C'est pour ça que avant, vous n'avez pas besoin de courir derrière nous, c'est nous qui courons derrière vous. Mais maintenant, on rentre dans un système partisan qui est en construction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dès qu'on entend même le mot coup d'État, on se dit, mais quoi, tout ça là qu'on est en train de construire, on veut tout foutre en l'air du jour au lendemain.
Donc c'est pour ça que vous allez voir, c'est une organisation. On ne peut plus se lever comme on en avait l'habitude de le faire, mais il faut que cela rentre dans un time donné. Et le président a souhaité que nous puissions séparer la politique de la technique. Il a dit nous avons assez fait un peu la pagaille pour utiliser un peu son expression. Son expression, et qu'il faille maintenant qu'on aille au développement. Maintenant, pour aller au développement, il faudrait qu'on ait un temps pour faire la politique et le reste du temps qu'on s'occupe du développement. Donc c'est ce qui fait que vous avez l'impression qu'on vous fuit, on ne vous fuit pas. On ne vous fuit pas. Et ce faisant, comme je dis que la réforme est structurelle et systémique, il a fait une cartographie des fonctions pour séparer certaines fonctions techniques totalement de la politique. Bon, ça ne nous a pas trop plu. Et c'est ce qui fait que ces fonctions techniques, pour accéder à ces fonctions, il a rendu ça totalement libre et indépendante. Et vous allez constater que pour y accéder, vous allez participer dans un premier temps à un concours et vous rentrez dans la base de données de ceux qui sont éligibles à telle fonction donnée. Et lorsqu'on en a besoin, on procède même par tirage. Ce qui fait que, par le passé, ça ne nous arrange pas parce que, vous me voyez, ma personne de sonopistable là maintenant, si je veux faire la campagne pour se faire élire député, il me faut des milliers de voix. Bon, tous ceux-là qui se battent estiment que dès que tu es élu, que tu puisses leur rétribuer, leur retourner l'ascenseur. Conséquence, retourner l'ascenseur, c'est à travers certainement des nominations à des petits postes, mais pour ces postes, actuellement avec les réformes qui sont en cours, c'est pas tirage et ça peut être membre de l'opposition, mais on dit, dès que tu accèdes à ces fonctions, mais c'est que tu ne fais plus la politique. Et là, on sait de façon stricte ceux qui font la politique. Ensuite, la politique même, il faut un temps. Donc, c'est pourquoi on parle de l'organisation des élections générales 2026. Et le président a estimé que c'est souhaitable que ce soit à 6 mois qu'on commence, parce que dès qu'on va commencer maintenant, c'est que tout s'arrête pratiquement, tout est au ralenti. J'estime que ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout, comme quelqu'un comme moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas politicien, je suis un technicien au service de la politique. La preuve, en me présentant tout à l'heure, beaucoup ne savent pas que je suis encore en fonction. Je suis en fonction. Je suis en fonction comme inspecteur. À l'inspection générale du ministère de la Santé, c'est pour dire que je vais au boulot le matin comme tout le monde et je vais en mission de façon réglementaire, je ne fais pas que la politique. Mais dès que la mission républicaine m'appelle, je réponds. Ces derniers temps, vous aussi, vous les journalistes... Vous mettez de côté les journalistes au nom de la réforme du système partisan, ou les médias au nom de la réforme du système partisan, c'est ce que je veux dire. Il y a un temps pour ça. Si j'ai besoin de journalistes actuellement, pas pour faire ma promotion, je n'en ai pas besoin. En fait, c'est ça. Mais avant, on avait besoin des journalistes, on dit pour faire la promotion, et on va dire tel donne telle chose ici, le week-end, il a fait ci, il a fait cette promotion. Si vous faites ça, le président a estimé que vous trouvez l'argent pour faire ça. Aujourd'hui, le système, la réforme, on souhaite que l'argent que nous dépensons désormais en politique puisse avoir, on puisse connaître son origine. Donc, le financement public. Et ce financement public, vous ne pouvez pas l'avoir tout le temps. On l'a actuellement, lorsque on obtient ces financements, c'est pour l'animation l'administration de la direction du parti et pour faire des formations. Et au moment des élections maintenant, on va déployer et cela permet de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Sinon, avant, ceux qui vous sollicitent, on ne vous sollicite pas gratuitement parce que si on doit vous faire déplacer, même si vous acceptez
qu'on ne paye pas. Mais il faut vous déplacer tout au moins. Et ça a un coût. Donc, mais tout ça, tout le monde ne peut pas avoir ce moyen. Donc c'est pourquoi je dis, au nom de cette réforme qui est structurée. Le parti au moins a les moyens, monsieur Senon. Le parti au moins a les moyens. C'est pourquoi, donc, comme le parti a les moyens à disposition. Le parti a les moyens, mais ne va pas mettre à la disposition des individus au niveau du parti. Le parti ne pourra le faire qu'au moyen des activités programmées. C'est ce que nous disons. Donc, si les activités programmées, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, vous passez à côté. Mais les organisations de masse du parti vous font régulièrement appel. Je veux dire... Que quand eux, ils ont des communications à donner. Mais sinon, pas ça. Quand vous avez des communications à donner, mais sur des sujets brûlants comme celui-ci, oui, on peine à trouver... Le sujet est si sérieux. Et tout le monde... C'est-à-dire, tout le monde ne va pas s'improviser politicien, juriste ou ceci pour commencer par opiner. J'ai dit tout à l'heure, depuis que cette affaire a éclaté, je n'ai pas encore compris, suivi quelqu'un m'expliquer le rôle du procureur. Sinon, on s'est mis à le condamner. Bon, vous avez pourquoi il a eu à sortir ci et tel chiffre est erroné et ceci est erroné. Mais on devrait nous expliquer son rôle. Comme je l'ai dit, il représente tout le peuple béninois, les intérêts de l'État, et il défend, et il poursuit. Poursuit ne veut pas dire qu'il condamne. Et il poursuit sur les faits. Les faits, en l'inspection par exemple, comme chez nous aussi, dès que nous finissons nos travaux, nous faisons ce que nous appelons restitution à chaud. Et on explique aux gens, cette restitution à chaud, ce que nous dénonçons actuellement, ça peut s'avérer demain non justifié, tout simplement parce que nous n'avons pas encore tous les éléments pour apprécier. Bien sûr. Revenons sur l'affaire, si vous le voulez bien. Certains observateurs, à la lecture de ces événements, ont parlé de trahison, au vu bien évidemment de l'attachement de l'un à l'autre ou de la proximité des intéressés avec le Patrice Talon. Je ne vais pas vous lancer sur le débat de la trahison, mais ma question c'est pour vous demander, vous qui vous dites proche du chef de l'État, qui êtes dans les partis politiques, est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter ou douter de votre loyauté vis-à-vis de lui? Je dirais oui, non. Oui et non. Oui, la trahison, bon, vous savez, en politique, j'ai l'habitude de comparer la politique à l'amour. Ou parfois il n'y a pas la logique. Ah oui. Et pire, en politique, ce sont les intérêts qui comptent. Ce sont les intérêts qui comptent. La preuve, quand nous allons sur le terrain pour battre campagne, si vous n'apportez pas des réponses, des éléments, c'est-à-dire si vous accédez au pouvoir, si le parti pour lequel vous êtes en train de faire la promotion, qu'est-ce que ce parti peut faire pour nous? Si vraiment le peuple auquel vous adressez ne se retrouve pas, les gens ne vont pas voter pour vous. Et Lénine l'a dit, qu'on ne mobilise les hommes qu'autour de leurs intérêts. Et ça, c'est en politique. Maintenant, lorsque les intérêts divergent, vous pouvez être des frères et vous séparer. Ça, il n'y a rien à faire. Et c'est pareil en amont. S'il arrivait que c'est votre frère qui vous fait un boubou dans le dos, je ne crois pas que vous allez continuer à le regarder parce que c'est votre frère. C'est la même chose. Et quand je dis en politique, quand je compare la politique comme l'amour, on dit parfois il n'y a pas du tout la logique. La seule logique, c'est les intérêts là-bas. Et c'est pour ça que vous allez constater que par le passé, on a laissé un peu une brèche en acceptant la notion d'alliance. Parce qu'à un moment donné, les partis, on permettait aux partis de se regrouper, même s'ils sont diamétralement opposés. Si dans l'instant T, ils ont un intérêt commun qui se réunissent pour combattre ce mal, après ils peuvent se disperser. On a vu le cas récemment en France, où il y a eu une solidarité spontanée, mais quand ils ont fini, quand ils ont réussi,
l'objectif. Chacun a repris. Chacun a repris et ils ont fait presque 2 mois avant de former un gouvernement encore à polémique. Donc c'est tout ça que la réforme du système partisan tente de corriger actuellement pour que la notion d'alliance, la notion d'alliance n'a pas une existence légale. Non. C'est-à-dire, et l'alliance peut regrouper des partis politiques, des mouvements politiques, des personnalités. Tout simplement parce que, même si je suis une personnalité que je n'appartiens à aucune formation politique, je m'associe à Paul, à Pierre, on dit ah non, il faut que nos intérêts convergent là, à l'instant là. Dès qu'on finit ce combat, on gagne, chacun prend son chemin. Et ça ne construit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, actuellement, on estime qu'il faut qu'on ait des partis forts et nationaux. Ou si on va dans chaque région donnée, c'est vrai qu'on peut revenir sur le quota. Sur 10 personnes, qu'on puisse trouver au moins 2 individus se réclamant de ce parti. Et là, on pourra dire que ce parti est vraiment fort et a une représentativité nationale et peut parler au nom du peuple. Sinon, aujourd'hui, même 2 personnes se retrouvent pour dire qu'ils parlent au nom du peuple. Donc, c'est pourquoi c'est écœurant quand on a entendu ce bruit. On se dit, on tente de construire quelque chose. Mais si tout ça s'écroule du jour au lendemain, ça va être un peu grave. C'est ce que je peux répondre par rapport à cette préoccupation. Et le monde, j'ai l'habitude toujours de dire que personne n'a de leçon à donner à une nation en matière de démocratie. Toutes les nations essayent. Mais la démocratie est pour le moment la meilleure forme de gestion qui garantit un peu les libertés des individus. Et en la matière, il n'y a aucune nation qui peut donner de leçons à d'autres nations. Donc chaque pays a sa forme de démocratie qu'il cherche à construire et à consolider. C'est vrai que le président Talon a le suivre. Il fait l'effort. Moi, j'ai l'habitude de dire, il a incompris depuis 2016-2017. Moi, je voyais venir parce que je me disais, ça va être un peu fort parce qu'on ne va pas tout de suite accepter. Je vous ai dit, par exemple, au niveau de la réforme, le fait que, par exemple, dans les mairies, je me bats pour être maire. Dans mon entendement, c'est que je vais positionner les miens pour pouvoir évoluer. Mais de cette façon, ceux qui ne sont pas les miens de griffes, ça veut dire que ce sont des laissés pour compte. Conséquence, a fait une partition des fonctions pour laisser certaines fonctions au maire. Tu peux t'entourer de ton administration, chef de cabinet, machin. Maintenant, tu fais la politique. Pour l'administration, on met un secrétaire exécutif. C'est un sujet à débat. C'est à débat tout simplement parce que ça gêne aussi les hommes politiques. Moi, en tant que technicien, ça ne me gêne pas. Parce que pendant longtemps, je savais que dans le code des valeurs et d'éthique de la fonction publique, il était clairement stipulé que le fonctionnaire doit être discret dans sa position politique et religieuse. Ça veut dire que si vous êtes fonctionnaire, vous ne devez pas afficher votre position. Et c'est ce qui fait que vous avez tendance à croire que les gens font. Par exemple, moi, je ne peux pas être fonctionnaire, peut-être je suis sur le terrain, et être sur les plateaux en désordre, ce n'est pas normal. Si tu n'as pas l'avare de ton parti. Maintenant, tu ne peux pas être catholique, ou bien tu es musulman, et tu vas dire que vendredi, c'est ton jour de repos, et que toi, tu n'en as pas au boulot. C'est pour ça que c'est institué ainsi. Mais
vous comprenez qu'en Afrique, on est obligé, c'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout. La démocratie française, elle est différente de la démocratie anglaise, aux États-Unis, un peu partout. Mais pourtant, nous tentons de copier ces pays et regardez comment ça continue de tanguer. Bien sûr. Alors, dans ces pays. D'accord. Ma précédente question, c'était de savoir si, bon, on doit douter de votre loyauté vis-à-vis de Patrice. Alors, vous avez répondu que c'est oui et c'est non à la fois. C'est une question d'intérêt et d'ambition. Enfin, oui, s'il s'avérait que c'est fondé, par exemple, ça veut dire qu'on pourrait commencer par se dire, ah, il m'est loyal, mais je ne sais pas si demain, et on commence. D'accord. Vous avez dit oui. Donc, l'ambition va guider les intérêts de chacun. Alors, depuis que c'était... Mais pendant que vous êtes avec quelqu'un, soyez loyal. Moi, c'est ce que je fais. Je vais jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut cultiver dans la vie. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on montre cette voie à nos enfants. Si vous êtes quelque part, restez loyal jusqu'à la fin. Ce qui est sûr, la nature vous retourne toujours, vous récompense. Si vous faites le bien, vous serez récompensé. Si vous faites le mal, vous serez récompensé. Donc, nous devons cultiver la loyauté. Maintenant, c'est pourquoi j'ai mis le nom aussi dedans, bien parce sûr. Que si ça s'avérait, ça veut dire qu'on peut commencer par craindre. Oui. Alors, depuis que cette affaire a commencé, comment fonctionne la mouvance? Parce qu'on sait que l'homme d'affaires Olivier Bokwa, dont on parle aujourd'hui, reste omniprésent dans tout ce système. Depuis que cette affaire a démarré, comment ça fonctionne au sein de la mouvance? Vous ne pouvez que parler pour votre parti politique, mais comment ça marche de ce côté-là? Bon, ça fonctionne comme à l'accoutumée. Hein. Les instances du parti se sont réunis. Et au niveau des instances, les organisations du membre du parti, elles se sont réunies également juste après ça, ça fonctionne. La preuve, c'est qu'on va casser ses occupations, mais on appelle à la vigilance. À vigilance en quel terme? À quel niveau de vigilance? Non, à la vigilance, pour que ces événements soient combattus et dénoncés. Si vraiment complot il y est et que vous êtes tombé dans des informations données, il faut que vous dénoncez, c'est tout ça ce que je mets dans la vigilance. Un peu comme le communiqué du parti de l'Union progressiste, le Renouveau, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a semblé dire que certains militants entreprendraient des initiatives personnelles, contraires peut-être à la position du parti. Est-ce qu'il y a ces genres de mouvements au sein de votre parti politique? Je n'en ai pas encore noté au niveau du BN. Maintenant, au niveau de l'UPR, le communiqué en fait mention. Il faut avouer qu'au sein d'un parti politique, il y a souvent plusieurs courants. Il y a plusieurs courants. Et on ne peut pas condamner. On va souhaiter simplement qu'il y ait l'unité, c'est tout. Il y a eu cette sortie du parti Les Démocrates, l'opposition, qui a semblé dire que si cette situation allait arriver, c'est en raison de l'état de droit qui semblerait déserter le forum. Je ne sais pas si vous avez lu leur communiqué final. Il y a surtout cette partie que je veux vous citer pour vous faire réagir là-dessus, si vous le permettez. Il dit « Cette énième affaire dénoncée par le gouvernement et ses soutiens révèle la crise politique profonde dans laquelle se trouve notre pays depuis l'avènement du régime Patrice Talon. » Qu'en dites-vous? Ils sont dans leur rôle. C'est-à-dire d'opposants. D'opposants. Catégorique. Catégorique. Puisque quand j'ai lu leur communiqué, ça m'a paru un peu... Bon, ça ne m'a pas donné de grand... Ça ne m'a pas trop inspiré. Pour la simple raison que ils ne reconnaissent pas, ils sont dans le doute. Mais si vous doutez et que c'est du néant, comment vous pouvez trouver de cause pour quelque chose qui n'existe pas? Ils ont condamné dans un premier temps. Mais s'ils doutent, que comme tout le monde doute que c'est mis en scène, pourquoi maintenant on ne commence pas à chercher des causes? Ce qui est mis en scène, ce qui n'existe pas. Au cas où ça, c'est là ça. non, mais s'ils partent des hypothèses, comme on énumère toutes les hypothèses, et qu'on dit, bon, première hypothèse, c'est vrai,
il y a encore des sous-hypothèses. C'est vrai. Deuxième hypothèse, c'est faux. Conséquence. Si c'est vrai et que la justice innocente, ça donne quoi? Si c'est vrai et que les mises en cause sont condamnées, ça donne quoi? Si on raisonne en ces termes ordonnés, je comprends. On dit non. Mais les mêmes choses qu'ils leur réclament, qu'ils dénoncent, c'est les mêmes choses qu'ils ont fait, qu'ils ont ramené, simplement. C'est tout. Pas plus. Non, c'est quoi ça me dit? Ça ne me dit pas grand-chose. En tout bon citoyen, comme je vous ai dit, nous devons d'abord avoir foi en nos institutions parce que à tout moment, si nous sommes hommes politiques, nous sommes aussi appelés à incarner ces institutions. Je veux dire, le procureur de la République sort, il parle. Et les faits dénoncés par le procureur de la République sont suffisamment graves et en tout bon politique, nous devons d'abord condamner. Condamner ne veut pas dire que nous donnons, on dit ici. La preuve, j'ai dit que le procureur aussi, qui a dénoncé, qui a révélé ces faits qui sont suffisamment graves, n'est pas la personne habilitée à condamner, mais c'est la personne qui poursuit à notre nom. Bien sûr. Bon, maintenant, si on se cache, si on ne veut pas, mes amis d'enfants dont vous parlez, on était tous ensemble par le passé. C'est à la limite, si cela est arrivé, c'est de votre fait, en réalité. C'est ce qu'il dit, on doit interpréter avec d'autres mots. Attends, maintenant, si ça arrivait, ça va être le fait de qui? Ça ne peut qu'être le fait de ceux qui sont là. On va dire qu'on a mal fait, d'accord. Mais ça ne peut pas être le fait de ceux qui ne sont pas là. Donc, on ne va pas dire, on ne nous apprend rien de nouveau là. Si on fait coup d'État, on va faire coup d'État à qui? Au président de la République qui est là. On va pas faire à quelqu'un d'autre. Donc ça là ne m'apprend pas encore rien de nouveau. En fait, là, donc il n'y a rien à se mettre sous la dent chez vous dans cette sortie du palais. Pourtant, ils ont fait des recommandations. Éco-favorable ou bien on peut circuler, il n'y a rien à voir. Non. Vous savez, bon, Dieu m'a donné la chance que j'ai occupé de hautes fonctions dans la République et je connais beaucoup de choses. Pour avoir été ministre chargé des relations avec les institutions, je ne crois pas que toutes les personnalités qui sont là, que je n'ai pas côtoyé, discuté. Donc, sur ce dossier, j'attends les décisions finales par rapport à cette affaire pour pouvoir opiner, pour rechercher maintenant les causes probables. Et là, je peux m'allier avec eux, je peux être d'accord avec eux ou non. Pour le moment, si on s'appuie sur ce que le procureur a dit et qu'on ne condamne pas, c'est ça qui me gêne un peu. Si l'on peut placer tout ce qui se passe sous le registre des agitations de fin de mandat, M. Gustave Tenon, je vous demandais, pour vous, les enjeux de cette fin de mandat, vous me répondrez quoi? Non, les enjeux sont grands et énormes. Ça, je suis entièrement d'accord. Tout simplement parce que c'est un tournant décisif. Le tournant décisif, c'est que nous voulons changer de mode de fonctionnement. L'organisation des élections générales, définir une période constitutionnalisée et connue même d'avance sur 50 ans si tout fonctionne bien. Et cette période est connue où il y aura effervescence politique. Donc, de ce fait, les repositionnements, les combats, parce que à l'étape actuelle, aucun parti politique ne peut se targuer, contrôler entièrement 2026. Aucun. Pris individuellement, je veux dire. C'est pourquoi une porte de sortie est laissée pour permettre qu'il y ait des regroupements et non des alliances. Donc, à ce titre, je suis entièrement d'accord que ça va bouger dans tous les sens. Ça va bouger vraiment pour 2026 dans tous les sens parce que ça va être une réorganisation. Et je trouve que le président actuel, s'il se bat tel qu'il est en train de faire, pour dire, je souhaite que tout le monde soit au même pied d'égalité. Je ne souhaite plus que nous fonctionnons comme avant. Comme avant,
c'est quand vous avez plus de moyens, vous allez susciter, les candidatures qu'on suscite un peu partout, c'est tel qui est bon, c'est tel qui est bon. Vous allez ici, on va dire que c'est lui. Vous allez là, on va dire que c'est lui. Est-ce que tous ceux qui sont capables de diriger le Bénin ont les moyens, par exemple, de faire ça? Non. Vous voyez un peu. Donc, si lui, président de la République, il trouve des gens dans son camp qui devraient normalement l'arranger. Et il combat pour dire qu'il faut qu'on s'inscrive résolument dans ces réformes. On devrait normalement le comprendre. Donc, c'est quelqu'un qui est incompris. Laisser faire, si on laisse faire à l'état actuel, comme on a l'habitude de dire là, je crois que ça avantage beaucoup plus la mouvance que les partis d'en face. Nous allons beaucoup plus occuper, comme par le passé, vous avez vu. C'est vrai que les mouvements de foule, ce n'est pas ça qui fait les sélections. Mais celui à qui ça avantage plus, il dit, je veux me mettre au-dessus. Mais faisons en sorte que la décision finale appartient au parti politique. Bon, je ne trouve pas, c'est-à-dire que je ne trouve pas pourquoi on le condamne, on dit on a fait ci, on a fait ça. C'est pourquoi le système partisan qu'on s'évertue à mettre en place, et je l'ai dit aussi, nulle part ce n'est meilleur, tout le monde aspire vers l'optimum, la solution optimum. Tous les jours que Dieu fait dans tous les pays, on réfléchit de manière à aspirer vers ce qui est meilleur pour nos peuples. Et à ce titre-là, c'est pourquoi je me retrouvais un peu, je me retrouve un peu dans ces réformes. Et c'est pourquoi je l'accompagne. Et vous allez voir que ça fait qu'on a eu un peu le temps pour travailler. C'est vrai que vous êtes, la preuve, vous avez estimé que les mouvements que vous avez l'habitude de faire avec nous les week-ends, ça a beaucoup manqué. Et tout ça aussi, c'est des moyens qu'on distrait. C'est vrai que c'est aussi une forme de redistribution de la richesse. Mais est-ce qu'on va continuer à redistribuer la richesse de cette façon? Point d'interrogation. C'est un peu ça, parce que tous les week-ends, on appelle la presse, et on organise un meeting par-ci. Celui qui fait l'événementiel, il prend sa part. La boisson, ça doit couler, le déplacement pour les centres de carburant, ça doit couler, etc. Et ça s'anime tout le week-end. C'est vrai, ça a coupé. Ça a coupé. Et il a estimé que à partir à 6 mois avant, on peut se mettre. Mais personne d'entre nous ne se pose la question, mais ces politiciens trouvent l'argent où? Ça, c'est peut-être un sujet à part sur lequel on peut revenir. Mais pourtant, dans le monde, les philanthropes pratiquement n'existent pas. Si vous donnez, vous allez espérer récupérer. Bien évidemment. Est-ce que ce n'est pas pour ça que tout ne fonctionne pas bien dans nos États? Donc, ce sont des questions qu'on devrait se poser. La réforme sur laquelle vous revenez incessamment, est-ce à dire que vous l'avez maintenant tous, vous voulez tous approprier? C'est le souhait, madame, et normalement la presse devrait nous accompagner. C'est le souhait parce que ça n'arrange pas totalement tous les hommes politiques. Ça, il faut se l'avouer. Je vous ai dit, on nomme un homme politique. Tout celui qui a envie de former un cabinet et de recommencer Paul Pierre. Mais le président dit, je suis capable de le faire, d'accord. Mais je préfère que ce soit de façon équitable pour tout le monde. Le compte, par exemple, pour les mesures sociales, on a dit qu'on va identifier les pauvres extrêmes. Et ceux-là, l'État va leur venir en aide. Et des 4 cimes, lorsqu'on identifie qu'on se rend que vous êtes vraiment pauvre extrême. Pauvre extrême dont on parle, c'est que vous n'avez pas le minimum pour manger dans une journée. Mais si c'était par le passé,
Je crois que si vous venez dans mon village, vous me demandez de donner des noms. Je vais donner les noms des parents. Il n'y a rien à faire. Mais quand on avait fait la tournée gouvernementale, bon, moi j'avais eu la chance de superviser une commune. C'est le maire qui s'énerve, c'est le CA qui s'énerve. On a choisi des gens chez moi, je ne connais pas, on ne m'a pas associé. Je dis, monsieur le maire, ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas internalisé la réforme. Les différentes réformes sont en cours. Comment on va vous associer? Remercie déjà Dieu que vous ne soyez pas parmi ces gens-là, parce qu'on a dit les pauvres extrêmes. Et les personnalités, je dis personnalités, les personnes qui ont été identifiées comme telles, c'est suite à des enquêtes menées par le Centre social de façon indépendante des hommes politiques. Ces personnes peuvent appartenir à des familles de l'opposition, peu importe. À cela on dit, tu prends 4 cimes. Lorsque l'argent vient, c'est toi seul qui sais que tu as reçu de l'argent. Le président a interdit qu'on publie. Mais avant, on devait faire de la récupération politique pour pouvoir faire la promotion. Donc c'est pour ça que je n'aime pas que... je refuse qu'on jette le bébé avec l'eau. C'est un peu comme on a fait pour la révolution. Bon, moi, je dis, si j'ai été vraiment jusqu'à ce niveau, au niveau de la société, c'est grâce à la révolution qui a permis, parce que sous la révolution, la contribution scolaire de CI jusqu'au CM2, c'est 1100 francs. Et ces 1100 francs, nos parents peinent aussi à trouver, vous imaginez. Et le secondaire dans tout le Bénin, de la 6e en terminale, c'est 3500 points. 3500. Imaginez combien on paye aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas le même temps, mais dans tout le Bénin, c'est ça. Et quand vous commencez l'université, c'est 6500 que vous payez. Si vous avez la chance, des gens comme moi, en notre temps, il faut passer le concours. Bon, j'ai passé le concours, j'ai pu obtenir la bourse. Et là, vous gagnez encore une chose. Ben, aujourd'hui, maintenant, pour faire la licence, vous imaginez combien les parents dépensent? Et nos parents au village souffrent, ils vendent des terres, ils vendent beaucoup de choses pour faire cela. Donc, la révolution aussi a des choses positives, mais qu'on avait balayées de revers du non ajouté. Donc, de la même façon, depuis 2016, c'est vrai, je ne dis pas que tout ce que le président a fait est bon, mais de grâce, il y a des choses dedans que nous devons cultiver. Aujourd'hui, un maire peut être absent toute l'année. L'administration communale fonctionne à merveille. Les recettes, ça fonctionne normalement. Mais par le passé, s'il est bloqué, c'est bloqué. Donc pour vous, il faut sauvegarder au moins les positifs, les avancées enregistrées. Mais ça dérange beaucoup. Qui? Au sein de la mouvance toujours? Tout le monde, tous les hommes politiques. Parce que ça coince. On ne trouve plus de moyens pour emmonnayer en politique, c'est tout. Et là, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, normalement, la situation actuelle devrait profiter même et nos partenaires en face. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, aucun parti politique ne peut se taper la poitrine pour dire, moi je gagne seul. Bon, si on va aux élections, moi je vais vous dire, bien va gagner seul, hein, je vais le dire. Mais ça, c'est pour se donner le courage et se battre. Et tout le monde est en train de travailler, on fait un effort dans toutes les circonscriptions et il faut maintenant mettre des dispositifs, c'est-à-dire constituer une base. Or, avant, il y a des gens qui sont uniquement forts dans leur petit coin. Et à l'approche des élections, ils s'arrangent pour s'associer à de grands groupes et ils se font élire et puis c'est terminé. Ça ne construit pas véritablement une nation. Bon, le président, si on peut tout lui reprocher. J'ai l'impression qu'il n'est pas totalement bien compris. Et ça fait que, à force de le contrarier,
en cherchant des moyens pour pouvoir avancer, ça devient dur pour nous. En fait, c'est le problème que nous vivons depuis 2016. D'accord. Allez, nous allons dire un mot à présent sur cette restructuration du Conseil économique et social. Il y a quelques semaines, les députés ont procédé à la désignation de leurs représentants qui doivent siéger au niveau de cette institution, à l'issue bien évidemment de cette loi organique revue du CES. C'était en juillet dernier que le CES a été restructuré. Alors, les nouvelles fonctions, si je peux le dire comme ça, du CES, comprenez-vous, Monsieur Sodo? Bien sûr, seulement que je n'ai pas tout en tête. Je sais que les fonctions habituelles d'abord donnent son avis sur les questions d'orientation économique, sociale, etc. Et je crois qu'il y a une nouvelle fonction qui m'a beaucoup intéressé. Laquelle? Parce que quand j'étais ministre chargé des relations avec les institutions, ce sont les lacunes que j'avais décelées dans la République. Et vous voyez par exemple tout à l'heure, parlant du procureur, on est très peu à comprendre son rôle. On se met à le condamner dès qu'il parle. On voit le méchant, etc. Et j'ai constaté que les lois qui sont votées ne sont pas vulgarisées et ne sont pas connues. Et je m'insulte souvent contre un fait. Dans les tribunaux, on va vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Bien sûr. Mais cette loi, on oublie que cette loi a été écrite et vulgarisée en français, qui est dit que c'est notre langue officielle. Nous sommes combien? Moi, si je prends ma famille, les enfants de mon père, nous étions environ 6. Je suis le seul à avoir été à l'école. Tu 6? Je suis 6. Non pas leur faute. Il n'y avait pas d'école à côté. Moi, j'ai eu la chance à l'âge de 9 ans. On a créé une école à 2 km même du village. Et vous imaginez un enfant de 9 ans doit marcher sur une route inter-État. Mais mon père, paix à son âme, a souhaité que je puisse aller à l'école, effectivement. Et ces bénédictions m'ont accompagné. Donc, je suis l'avant-dernier de la famille, naturellement. Donc, ça veut dire que les autres, ce n'est pas de leur faute. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a près de 60 à 80% qui ne savent pas lire et écrire en français. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Mais on écrit une loi et on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est en français. Donc, conséquence, moi j'avais réuni les membres de la société civile, puisque je venais chargé des relations, c'était mon rôle. Et je leur ai dit que j'aurais souhaité que quand vous vous organisez et que je puisse redistribuer des thématiques. Et par rapport à cette thématique, votre rôle, ça va être de faire connaître et de vulgariser les différents textes qui sont votés. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de lois, je me suis dit, si on se mettait à appliquer 1/100 de façon correcte de toutes les lois qui sont votées, je crois qu'on serait tous enfermés. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses. Nous ne péchons pas ignorants, on commet beaucoup de fautes pas ignorantes. Où voulez-vous en venir? Juste pour venir, pour dire que l'une des fonctions de la restructuration issue du CES, c'est ça. Ils sont appelés à appuyer le gouvernement, à expliquer, à vulgariser les lois, les décrets, etc. Ce que, en son temps, quand je suivais le débat au Parlement, l'opposition a dénoncé comme on veut prendre les membres du CE comme pour faire propagande. À expliquer une loi, en quoi on va dire que c'est une propagande. Donc, je trouve que c'est assez pertinent qu'on a trouvé au moins des fonctions essentielles à cette institution. Maintenant, on dit conseil. Vous ne pouvez faire conseil que lorsque vous avez déjà pratiqué une fois, que vous avez déjà traversé des épreuves.
Donc, ça veut dire qu'il faut des personnalités qui ont occupé certaines fonctions pour pouvoir accéder. Pour qu'ils soient Donc vous êtes en train de justifier le choix fait par les députés parce que ce choix est critiqué par une certaine opinion qui parle de recyclage d'anciens politiciens, de personnalités qui ont occupé déjà des postes assez élevés au niveau des institutions. Non, moi je dis ce n'est pas un recyclage d'anciens. On devrait s'estimer heureux et se dire que nous allons encore continuer à tirer quelque chose de cette personnalité. La plupart de ces personnalités, lorsque ces personnalités prennent de la retraite et qu'ils se retrouvent dans leur village, vous allez voir qu'ils se retrouvent à la tête des associations de développement et autres. Et on est très heureux quand nous rentrons au village, qu'on les voit et qu'ils s'occupent véritablement du développement. C'était déjà des fonctions destinées à ces gens-là. Et si aujourd'hui, on peut ne pas me comprendre, mais en 2018, lorsque le débat sur le code électoral était en cours, j'avais suggéré en son temps qu'on puisse créer une institution, trouver une fonction aux anciens présidents, de manière à ce qu'on les occupe, mais qu'ils puissent apporter quelque chose. Et quand on n'a pas fait ça, j'avais été traité de tous les noms à l'époque, je n'étais pas compris. Vous voyez, si on les laisse en vrac comme ça, si c'est la mouvance qui réussit à pouvoir les prendre, on les prend. Si c'est l'opposition qui les prend, la preuve, le président Soglo, pendant longtemps, il s'oppose. Il a fallu qu'il aille à Glo, pour dire il y a de merveilles qui se passent ici quand même, on s'en prend à lui. C'est pour vous dire que ces personnalités qui sont désignées, je n'ai pas du tout d'objection. Au contraire, j'estime, comme je vous dis, on ne peut pas vous nommer conseiller si vraiment vous venez de commencer. Et ce qui y était avant? Non, on n'ira pas sur ce terrain. Vous savez pourquoi? Parce que je n'aime pas critiquer mes aînés. Si c'était si bien fait, on n'allait pas souhaiter faire une restructuration. Et en faisant la restructuration, vous avez vu, on a rendu une partie départementale pour rapprocher cela un peu plus de la population. Donc on ne devrait pas s'insurger. Et ce n'est pas un recyclage. De prendre un ancien, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez être conseiller que lorsque vous avez occupé des postes. Vous pouvez être jeune, je ne dis pas toujours des vieux. Vous pouvez être jeune, parce que moi j'ai commencé à l'âge de 26 ans, j'avais déjà commencé par occuper des postes de responsabilité et accumuler des expériences. Aujourd'hui, nous avons des directeurs de cabinet qui sont très jeunes et qui ont déjà fait 5 ans. Si ceux-là, on les met dans cette disposition, au moins ils ont vu. Ils pourront vraiment apporter un peu plus de ça. Parce qu'on a dit c'est conseil. Conseil, cela ne veut pas dire que forcément votre avis la passe. Mais lorsque je sais que vous connaissez un peu plus que moi et que vous allez me dire voilà ceci, ça passera un peu plus. Bon, maintenant, si vous pensez que c'est des pauses, il faut nourrir des gens, on va dire, on va prendre ça. Moi, je n'ai pas d'objection par rapport aux personnalités qui sont désignées. Au contraire, je m'en réjouis pour dire que nous en avons besoin encore qu'on ait trouvé des moyens de les rendre un peu plus actifs. Parce que c'est des gens, quand vous allez dans leur localité, la plupart sont dans des associations de développement. Donc on ne peut pas trouver mieux pour les occuper. On va finir sur le CES. Est-ce qu'il n'y a pas un arrière-goût d'inachevé dans cette restructuration? Vous savez que dans l'une des réformes envisagées par le président de la République actuelle, Patrick Talon, c'était de supprimer le CES parce qu'il avait estimé à l'époque que c'était une institution. Ça n'apportait rien. Donc, c'est après des réflexions et certainement à confier le dossier à d'autres personnalités, les gens ont fouillé pour pouvoir donner un contenu. Donc, c'est pourquoi je trouve que le contenu qui est donné me paraît un peu réaliste. On va faire l'expérience avec. Ça ne vous donne pas un goût d'inachevé? Non. Non. Mais peut-être que
d'ici, après une expérience d'un mandat, d'un mandat ou deuxième mandat, on peut penser maintenant qu'on peut y aller. Parce qu'à cette étape, ils sont toujours conseillers. Hein, et quand on dit conseiller, la vie ne s'impose pas. Ils donnent leur avis. Et ils font remonter les préoccupations de la population au niveau des différentes institutions. Absolument. C'est comme aujourd'hui le médiateur de la République qui est là, il joue beaucoup de rôle parce que lorsqu'il est saisi, il interpelle les membres du gouvernement et ils sont tenus de répondre. Et il joue un rôle qui ne dit pas son nom. Et je sais que beaucoup de nos citoyens sont satisfaits par rapport à sa prestation. Et c'est de la même façon, je souhaite que cette mandature par rapport au CES puisse apporter quelque chose pour qu'on puisse se dire, on peut envisager aller vers un Sénat. Pourquoi pas? Allez, on va finir nos échanges, Monsieur Gustave Senon, sur la vision prospective pour 2060, puisque vous le savez, le Bénin planifie déjà son futur au centenaire de l'indépendance. Le processus de formulation de la vision a été lancé en novembre 2023, cela va faire un an bientôt. Pour vous, en tant que citoyen béninois, cadre et tout, quels sont les défis que nous devons relever à cette échéance-là, l'échéance 2060? L'échéance 2060, comme défi au minimum, nous devons éradiquer la pauvreté. Même si on n'éradique pas la pauvreté, on ne parlera plus de pauvres extrêmes. Et au minimum, 100% doivent avoir accès aux principaux services de base, l'eau, l'électricité, santé. Santé surtout parce que, vous savez, j'ai commencé au ministère de la Santé en 99, un peu plus de 25 ans. Ce qu'on voit, parfois c'est horrible. Et je suis convaincu que le gouvernement est en train de faire des efforts à ce niveau également, avec l'assurance santé universelle. Lorsque ça va être une réalité, on va vraiment frotter les mains. Pour le moment, c'est le volet H qui fonctionne. Et c'est vrai que ça ne prend pas toutes les pathologies, mais avec ce minimum déjà, on s'estime heureux. Tout simplement parce que quand vous allez dans les hôpitaux, il faut simplement prier que Dieu nous donne toujours la santé. C'est mon souhait pour 2060. 2060, l'eau ne doit plus être casse-tête. L'électricité, ça ne devrait plus le luxe des citadins. La santé, je tombe malade, je ne devrais plus me casser la tête. Je suis convaincu qu'on doit me prendre en charge et on trouvera un moyen que ça va se régler. C'est le minimum. Parce que je sais que nous faisons déjà l'effort au niveau de la modernisation. Maintenant, 2060 également, tout ça ne peut être réaliste que s'il y a vraiment l'industrialisation qui est en cours. Et que je sais que quand on parle d'industrialisation, c'est aussi un challenge mondial où les puissances ne permettent pas que dans les pays développés, on puisse parler même de ce thème-là. Tout est mis en œuvre pour qu'on soit détruit, pour que toute initiative dans ce sens-là soit étouffée dans l'œuf. Malheureusement, c'est la situation, c'est-à-dire que aucun chef d'État ne va vous dire réellement ce qu'il vit dans ça en Afrique. Vous imaginez que vous prenez par exemple le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays seuls, à eux seuls, produisent à peu près plus de 75% du cacao. Mais pourtant, l'usine qui fabrique le café avec les odeurs, tout ce que nous connaissons, il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que ces pays-là n'ont pas les moyens pour avoir ces industries qu'on les déplace? Et quand je prends mon pays, sous feu général Mathieu Kérékou,
quand il a démarré la révolution en 1972, presque dans toutes les communes, il a pu créer une unité de production. C'était le début d'industrialisation. Mais tout a été mis en œuvre pour que ces unités de production, ces usines, connaissent un échec. À Pomassé, vous avez une usine pour la tomate. À Natitengu, vous avez une usine de transformation du jus de mangue. À Zakota, chez moi, c'est une usine de transformation des fruits d'orange à Parakou, etc. Un peu partout. Est-ce que vous entendez parler encore de tout a disparu? Nous, quand on était au CM2, c'était des cycles que on récitait, Sonafé, Sonapra, etc. Et je crois que c'est le même combat qui se mène actuellement à Clodigué. C'est discutable ce qui se fait à Clodigué, mais je crois que c'est le même combat qui se mène. Et là encore, le président est incompris. C'est le même combat. On ne peut véritablement accéder à ce bien-être dont je parle en 2060 si vraiment on n'est pas soutenu par l'industrialisation. Et ça, c'est un challenge mondial. D'accord. Alors, vous, est-ce que vous pensez que... On ne saurait faire tout ce dont vous avez parlé sans les citoyens, qui sont au cœur de tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'à l'horizon 2060, on est sûr d'avoir des citoyens qui pourront réellement s'investir à relever ces défis? Ça fait partie des rôles qui sont dévolus désormais à la nouvelle mandature du CES. C'est l'impression que j'ai. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai lu les nouvelles fonctions, normalement, ça fait partie des défis. Et vous savez, dans nos traditions, le sage est souvent écouté. C'est pour ça que je ne combats pas les personnalités qui sont désignées au niveau de ces localités. C'est des gens qui sont déjà à la tête des associations. Moi, par exemple, je suis dans l'association du développement du plateau d'Abomey, comme on fait sur la... Mais souvent, dès que vous atteignez un certain âge, là, c'est ce que vous pouvez apporter à votre localité, puisque vous n'êtes plus dans l'opérationnel. Maintenant, si la jeunesse pense qu'il faut vous ranger, c'est notre problème. Alors, l'un des reproches qu'on a fait peut-être à la vision 2025, c'est de l'avoir fait financer par des partenaires techniques et financiers. Est-ce que c'est une erreur à ne pas répéter pour cette vision 60? Chaque époque a ses défis. En ce moment, c'est la solution qui s'offre. Tout simplement parce que, avec la révolution en 1972, où il fallait combattre cette révolution et faire tomber. 1977, général Mathieu Kérékou, personne a connu l'agression, juste pour faire tomber cette révolution. Et ça n'avait pas marché. Donc, on a dû utiliser d'autres moyens coercitifs pour pouvoir pressurer le peuple. Et finalement, on est tombé dans une crise économique sans précédent à l'époque, ce qui l'a contraint à accepter l'historique conférence nationale qui a débouché sur la démocratie que l'Occident, en tout cas, ça permettait à l'Occident de toujours avoir la même mise en réalité. Donc, c'est pour dire que les citoyens, ça va être un combat. Ça va être un combat. Mais il faudrait que chacun de nous, et même normalement c'est à votre niveau que le combat devrait même... À notre niveau. C'est pour dire que pour la vision 2025, en ce moment-là, on était déjà sous l'ajustement structurel. On n'avait pas d'autre choix. On est liés. On n'avait pas d'autres moyens, d'autres choses là. Maintenant, 2060, si par exemple le président Talon a pu construire toutes ces voies avec cette qualité, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je dis je le soutiens. Pourquoi? Parce que quand moi j'avais pris, je suis venu à la tête du ministère des Travaux publics, j'ai demandé aux partenaires si nous devons continuer à utiliser vos ressources pour vraiment faire nos routes, on ne pourra jamais s'en sortir. Conséquent, il faut aller au partenariat public-privé.
Et à l'époque, on n'avait pas été entendu par le Parlement. La loi a été bloquée. On a dû fonctionner par décret. Et c'est en ce moment-là que, quand nous avons lancé le recrutement des entreprises pour pouvoir nous aider à construire de belles routes en partenariat public-privé, mais nous avons eu l'engouement qu'il faut. Et je crois que le président, quand il est venu, il le disait, qu'à la veille du départ du gouvernement, on a pu mobiliser tel montant pour pouvoir faire. Vous imaginez, dès que c'est, comment appelle-t-on, ce sont nos propres ressources. Nous décidons de comment l'utiliser et nous décidons aussi de la qualité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez de très belles routes. De très belles routes. Tout simplement parce qu'à l'époque, je disais aux partenaires, si je calcule le coût de la non-disponibilité de l'ouvrage, ça a un coût pour nous, un coût social que nous supportons et un coût économique. Si on calcule ce coût, ça dépasse largement les intérêts que nous allons payer, même si nous allons vers le privé et qui accepte financer à 50% d'intérêt. Et on a fait, je suis économiste, on a fait les démonstrations qu'il faut et même on comprend. Et je suis très heureux que le président, c'est pour ça que quand il est venu, il est allé dans ce sens et on a obtenu beaucoup de choses avec le partenariat public-privé. Conséquence, si véritablement nous voulons atteindre cet objectif en 2060, si nous allons compter sur le financement extérieur, non, ça va être fiasco, absolument fiasco. C'est un challenge international parce qu'eux souhaitent toujours que nous soyons en dessous pour que continuent. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je leur ai posé la question une fois. Et je dis, mais on a eu la chance de fréquenter vos pays. Dites-moi, comment vous avez construit vos métros? Comment vous avez construit toutes ces voies, ces aéroports et vous trouvez vraiment, est-ce que c'est financement ou bien comme vous fabriquez l'argent vous-même là? Vous savez, tout simplement. Allez, merci beaucoup, monsieur Gustave Despossenon. Merci de vous être prêté à cet exercice. Nous avons, entre autres, parlé de cette affaire qui défraie la chronique. Pour vous, eh bien, il faut laisser le dossier aller jusqu'à son terme. Votre parti a adopté la position de principe vis-à-vis du coup d'État et vous êtes revenu plusieurs fois sur la réforme du système partisan qui serait incomprise à un moment donné et vous exhortez justement à ce qu'on puisse mieux se l'approprier pour relever les défis futurs et sur la restructuration du Conseil économique et social. Pour vous, les profils choisis par les députés ne sont pas un recyclage politique parce que ce sont des sages qui pourront toujours apporter leur expérience, bien évidemment, à la construction de notre pays. Et pour la vision que vous avez pour 2060, on retiendra qu'on éradique complètement la pauvreté extrême. Allez, je vous donne quelques temps pour conclure, M. Gustave Despossenon. Non, pour conclure, je suis très heureux que vous m'avez invité. Et c'est vrai, si par moment vous constatez que je suis absent sur les plateaux, retenez tout simplement que c'est parce que je ne suis pas disponible et qu'il y a aussi la discipline de groupe du parti. Pour dire que je réitère encore ma position, ma disponibilité, dès que le besoin va se faire sentir, je vais toujours me rendre disponible parce que je souhaite que le peuple béninois soit beaucoup plus informé et bien informé pour pouvoir prendre des décisions justes. Et je continue de dire, nous devons continuer à faire confiance à nos institutions parce que si nous ne faisons pas confiance à nos institutions, incarnées à des moments T par des personnalités, je crois que c'est toute la République qui est par terre et toute velléité d'accéder par des moyens peu orthodoxes au pouvoir là, ça doit être simplement condamné. Et un procureur ne condamne pas, il poursuit. C'est le juge qui condamne.
Merci pour cette précision. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous étions en direct du studio François Xavier en ligne Neumont. Merci de nous avoir suivis. Retenez que nos programmes sont disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook E-Télé en direct. Nous sommes disponibles sur YouTube. Notre chaîne, c'est E-Télé Bénin, E-Télé avec dernière semaine. Alors Francis Loge Attali, vous êtes toujours avec nous, vous l'avez suivi, Gustave Sono. J'ai suivi avec intérêt l'ancien ministre Gustave Sono. J'ai bien compris que sur la grosse actualité relative à cette tentative de coup d'État, il a donné sa position, une condamnation de principe, mais sous réserve que l'instruction se poursuive et que le procès nous permette d'avoir le verdict. Et c'est sur le verdict qu'il pourra opiner. Il a apprécié aussi la posture des différents partis. D'abord, ce parti qui est sorti, qui, sur le principe, a condamné, parce qu'un coup d'État, forcément, c'est la confiscation de l'appareil politique en violation massive du texte constitutionnel. Donc, un coup d'État vient pour arrêter une dynamique qui est en cours. Donc, l'État n'est pas à saluer ou à encourager. Et il a bien montré que nous avions acquis de l'expérience depuis 1990 et qu'un coup d'État, s'il intervenait forcément, va nous envoyer dans le décor. Ce serait un recul démocratique. Or, il faut sauver les acquis de la démocratie. Et il a fait un clin d'œil, en fait, aux deux communiqués du parti Union Progressiste Le Renouveau. Un premier communiqué qui a condamné le principe et un seul communiqué qui a recadré les militants pour leur dire de respecter la ligne du parti. Et à ce niveau, il a dit qu'à l'intérieur des partis, il y a quand même des courants. Donc on ne peut pas, il ne sait pas comment ça va se gérer. Il faut laisser l'opinion plurielle s'exprimer à l'intérieur. Ça ne perturbe pas aussi un peu l'organisation à l'intérieur? Oui, mais écoutez... Quand bien mais il y a des courants... Il y a une discipline de groupe, souhaitée évidemment par la réforme. Parce que là, en formant les grands ensembles, c'est qu'on table, on met l'accent sur l'homogénéité et la cohérence de l'action. Bon, maintenant, nous sommes à nos débuts. C'est vrai que ça va venir avec le temps, lorsque les convictions seront consolidées et que la réforme irait davantage en avant, avec l'espoir qu'on fera de l'idéologie une exigence. Puisque jusque-là, on n'a pas encore fait de l'idéologie une exigence des partis politiques. Or, c'est l'idéologie qui va fidéliser évidemment les militants dans chaque parti, parce que chacun va choisir en fonction de ses convictions idéologiques. Et les options idéologiques vous permettront de ne plus sortir de l'Union progressiste pour aller vers les libéraux. Donc je crois qu'il y a une question, la réforme doit se poursuivre. Et j'ai aussi observé qu'il n'a pas apprécié la posture de l'opposition, notamment du parti les démocrates, que leur communiqué ne l'a pas inspiré du tout. Je crois que c'est ce que j'ai retenu. Bon, on peut quand même comprendre qu'à travers... À ce niveau-là, n'est-ce pas une fuite en avant que l'opposition présente les faits sous cette forme et que ça ne dise rien du tout à la majorité ou à la mouvance, si vous préférez Non, mais écoutez, l'opposition dans son rôle. Je crois que l'opposition... Bon, cette formule, vous la sentez tous, au fait. L'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle parce qu'en fait, les opposants, qu'est-ce qu'ils... C'est une force de proposition, en fait, une opposition. Les opposants veulent saisir cette occasion pour s'inviter dans le débat et reposer quelques préoccupations. Notamment, vous avez vu qu'ils ont dit qu'ils sont attachés à l'état de droit, qui implique le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, le respect de la bonne gouvernance, le respect de l'organisation des élections libres et transparentes. Parce que dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, le protocole en date de 2001, il est bien dit que la CEDEAO est attachée à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il n'y a pas que le protocole additionnel de la CEDEAO, il y a aussi la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte a été adoptée, je crois, le 30 janvier 2007, mais est entrée en vigueur 5 ans après, soit le 15 février 2012. Et en vertu de cette charte, vous voyez qu'il y a un aliment institutionnel. CEDEAO, Union africaine est née en 2002. Donc il y a un aliment institutionnel sur les questions de promotion de la démocratie,
les questions de promotion des droits de l'homme, la bonne gouvernance, et forcément un rejet de tout changement anticonstitutionnel du régime. Le protocole additionnel de la CEDEAO interdit, proscrit les coups d'État. Il en est de même de la charte africaine de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance. Et vous avez vu l'aversion du président Talon et du président Tinubu concernant les coups d'État quand ils étaient chez Embalo Sissoko à l'occasion de la prise de fonction du président Tinubu qui est entré dans ses premiers rôles en tant que président de la commission de l'analyse de la CEDEAO. Donc on comprend que le coup d'État qui est intervenu, vu par les opposants ici au Bénin, n'a pas été bien apprécié par le ministre Solon Depot, qui aurait aimé que, de ce que sur le principe, qu'ils condamnent parce qu'ils sont attachés à la démocratie, aux vertus démocratiques. Et par la suite, bon, dans les détails, au rythme des points de presse que le procureur spécial de la CREET nous donnerait, nos analyses officielles nous permettront de nous fixer. Et encore que le procureur incarne l'État central, incarne évidemment nos droits. Et que ce que le procureur spécial a dit ne doit pas susciter des critiques acerbes à son endroit. Il défend les droits des citoyens béninois. Voilà. Alors, Jean Toignepo, vous dites un mot là-dessus et on passe au prochain programme. Vous l'avez suivi aussi? Je l'ai suivi et je ne vais pas répéter M. Attali parce qu'il est allé déjà à l'essentiel. L'aspect sur lequel je vais m'accentuer, c'est cet aspect où nous ne sommes qu'au début de la procédure, nous ne sommes qu'au début des choses. Donc, après ce placement sous mandat de dépôt, on attend la suite avant d'intervenir, on attend la suite pour opiner sur la question proprement dite. Sinon, je pense que c'est un fait vraiment délicat. Merci à vous, Francis Eloge Attali, pour le temps que vous avez passé avec nous. Mais c'était un plaisir d'être avec vous. Vous avez demandé à prendre congé, je vais vous libérer. Merci. Parce que vous avez d'autres obligations. C'est exact. Merci beaucoup à vous. Allez, Ruth Loco, c'est à vous maintenant pour l'hebdo des éditorialistes. Vous recevez les confrères. Lesquels? Bon, il y a Stéphane Akinohosu de l'autre vision, Ansem Pascal Agueoundé qui nous vient de la Nation, et puis Koshimo Hungwaji qui nous vient de l'Afrique sucette. Nous allons débattre, revenir pour opiner sur la réaction de cette déclaration des démocrates sur l'affaire de la tentative de coup d'État, et puis parler de cette création de l'académie logistique par le gouvernement pour renforcer les forces armées dans l'objectif de relever comme les défis sécuritaires dans la sous-région. Donc je vous invite à suivre. Allez, l'hebdo des éditorialistes tout de suite, donc avec Ruth Loco et ses invités. On va se retrouver après ce programme. À tout à l'heure.